Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à notre dernier webinaire en traumatologie de l'année 2023. Ça nous fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter sur un sujet qui est de plus en plus important en traumatologie, la traumatologie gériatrique. On a une expertise locale à Sacré-Cœur, on est très fiers de la partager avec vous. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter les docteurs Stéphane Panic et Frédéric Bordelot-Roy. Dr Panic est un de nos chirurgiens traumatologues ici à l'hôpital du Sacré-Cœur. Il a fait sa résidence à l'Université de Montréal. Il a complété un fellowship en traumatologie à Hartford, au Connecticut, à l'Université du Connecticut. Il est professeur adjoint de chirurgie, directeur universitaire du fellowship en traumatologie et soins aigus pour le volet trauma et est activement impliqué à Sacré-Cœur depuis 1994 en trauma. Dr Frédéric Bordelot-Roy est une médecin spécialiste en gériatrie qui travaille ici au CIUS du Nord-Île de Montréal depuis 3 ans. Elle a fait un fellowship en cardio-gériatrie à Vancouver et elle est activement impliquée dans notre programme là, de gériatrie qui est dédié aux patients victimes de mécanismes traumatiques. Alors, sans plus tarder, je crois que c'est Dr Panic qui va prendre la parole en premier. Dernière petite remarque, je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. On va les noter et les relayer à la fin de la présentation au présentateur. Alors, bonjour à tous et à tous, puis merci au comité de me donner l'opportunité de présenter aujourd'hui sur les traumas gériatriques. Les objectifs de la présentation, c'est d'expliquer pourquoi la population gériatrique est plus à risque de trauma et aussi pourquoi les traumas gériatriques sont plus à risque de décès et plus à risque de complications. Également, on va identifier quelques pistes d'amélioration au niveau de la qualité des soins, puis on va expliquer pourquoi le travail interdisciplinaire est important pour améliorer le pronostic des patients. Avant d'aller plus loin, ni Dr Bordelot-Roy ni moi avons des conflits d'intérêt dans le sujet ou dans la présentation. Selon l'OMS, en 2021, il y a eu 4,4 millions de décès suite à un traumatisme. C'est l'équivalent de la moitié de la population du Québec qui décède chaque année d'un traumatisme. Au Canada, c'est 17 000 décès par année, ce qui correspond à 50 décès par jour ou un décès à toutes les 30 minutes. Pour vous donner un ordre de grandeur, aux États-Unis, c'est un décès à tous les 3 minutes. Quoi qu'il en soit, c'est quand même fréquent. Les décès sont juste le tip de l'iceberg. Il y a 4,6 millions de visites aux urgences au Canada annuellement. Ça coûte un bras au gouvernement pour les soins de santé des patients victimes de traumatisme. On parle d'environ 30 milliards à chaque année, et sans parler de la perte de qualité de vie des patients et la perte de productivité au niveau de la société. Comme vous le savez tous, les traumatismes sont la première cause de décès chez les patients de 45 ans et moins, sont la 3e cause de décès, tout âge confondu, et pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la 7e cause de décès chez les patients de 65 ans et plus. Si on regarde la démographie, c'est 20 de la population, une personne sur 5 qui a plus de 65 ans au Québec ou au Canada. On prévoit en 2030 que ça va être rendu une personne sur 4 qui va avoir plus de 65 ans au Québec. Si on regarde plus spécifiquement le taux de croissance de la population canadienne, c'est autour de 5 un petit peu moins pour le Québec, 4 Par contre, quand on regarde le taux de croissance des 65 ans et plus, c'est 18 C'est en fait le segment démographique avec la hausse la plus élevée de la population. Concernant une petite parenthèse pour les 85 ans et plus, le taux de croissance est de 12 puis ça peut même tripler d'ici 2050. Quoi qu'il en soit, ce qui est clair, c'est qu'il y a une augmentation du nombre d'individus de plus de 65 ans. Si on combine ça avec des meilleurs soins médicaux, mais la résultante, c'est qu'il y a une augmentation de la longévité. Certains vont même dire que le vieillissement de la population, c'est la plus grande transformation sociale du 21e siècle. Alors, ce n'est pas surprenant que si la population gériatrique augmente, que les traumas gériatriques vont augmenter. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la tête dans le sable, ça fait partie des réalités, il faut faire face à cette réalité-là et c'est devenu un sujet de plus en plus pertinent, mais de plus en plus nécessaire afin d'améliorer les soins aux patients. C'est pour cette raison-là que dans tous les congrès de trauma, il y a toujours une conférence ou plusieurs conférences sur les traumas gériatriques. Parce que les conséquences sont majeures. Les conséquences sont majeures au niveau des patients. Les conséquences sont majeures au niveau hospitalier. Ça utilise énormément de ressources.
La durée du séjour, vous allez voir, est le double des jeunes patients et les conséquences économiques qui s'en suivent. Quand on regarde le nombre d'admissions dans un service de trauma, ça a augmenté quand même de façon substantielle depuis les 15 dernières années, au moins 11-12 %. On estime qu'actuellement, les admissions en trauma, ça constitue à peu près 30 à 40 % des patients. On le voit dans notre propre service d'ailleurs, il y a beaucoup plus de traumas gériatriques qu'il y a une quinzaine d'années. Alors, on a le choix d'être réactif ou on a le choix d'être proactif. Alors, aujourd'hui, on a décidé d'être proactif et c'est pour ça qu'on vous présente cette présentation-là. Alors, avant d'aller plus loin, c'est quoi la définition? C'est quoi un trauma gériatrique? L'âge continue à être un débat. Certains vont dire que c'est 55 ans. Ça me touche. D'autres vont dire que c'est 70 ans, d'autres 77 ans, d'autres 82 ans. La majorité des études vont utiliser 65 ans. Quoi qu'il en soit, c'est pas autant l'âge chronologique qui est important, mais c'est la fragilité du patient. On va voir un peu plus tard c'est quoi la fragilité de ces patients-là et les comorbidités qui vont être plus importantes que l'âge chronologique. Pourquoi que les traumas gériatriques sont plus susceptibles à des lésions? Mais la population maintenant est plus mobile, le train de vie est plus actif et clairement, les patients se mettent à plus haut risque de lésions et se mettent à plus haut risque de lésions sévères avec les conséquences qui vont s'en suivre. Les répercussions sont importantes. Les études ont clairement démontré, sans le moindre doute, que les patients gériatriques ont un moins bon pronostic que les jeunes patients. Le taux de mortalité est le double, sinon 3 fois plus haut qu'un jeune patient pour le même score ISS. Les complications chez les patients gériatriques sont plus fréquentes, ils vont jusqu'à 50 %. La durée de séjour est le double, puis les congés vers les centres de réadaptation sont augmentés par rapport aux jeunes patients et les coûts de soins sont évidemment très substantiels. Sans parler de la perte d'autonomie que ces patients-là vivent. On voit clairement que le taux de mortalité commence à augmenter vers à peu près à 55 ans. On voit que la courbe est vers le haut, mais clairement, la tendance est assez évidente. Alors, notre marge d'erreur est faible. Les jeunes patients, si vous les échappez, ils vont rebondir, mais ce n'est pas le cas pour les patients gériatriques. Ils ne rebondissent pas, ces patients-là. Les conséquences sont significatives. Alors, pourquoi? Bien, les causes sont multifactorielles. Comme j'ai dit tantôt, les patients s'exposent à des mécanismes plus sévères, donc les lésions vont être plus sévères, le score ISS va être plus élevé. Comme le Dr Bordeleroy va vous parler tantôt, il y a des changements anatomiques qui vont survenir avec le vieillissement. Il y a une diminution des réserves physiologiques qui surviennent également. Il y a une atténuation de la réponse physiologique au stress qui va s'installer également. Et 40 % des patients au-dessus de 65 ans ont des comorbidités associées. Puis on sait que les comorbidités sont responsables d'une hausse accrue du taux de mortalité et de la morbidité. Non seulement ça, mais il y a une relation linéaire entre le nombre de comorbidités et la mortalité. Il y a certaines comorbidités, dont la maladie cardiaque, la maladie pulmonaire obstructive, le diabète, la coagulopathie et la cirrhose, qui font doubler le taux de mortalité. Souvent, plusieurs de ces patients-là vont prendre des médicaments, souvent de la polypharmacie, et certains de ces médicaments-là, les anticoagulants, les antiplacataires, exposent le patient au risque de saignement, particulièrement en intracrânien, avec les conséquences que ça a. Les bêta-bloquants vont moduler la réponse physiologique du patient. Certains patients vont prendre des antihypertenseurs ou des stéroïdes qui vont également nuire possiblement aux patients. Il y a le facteur de fragilité, de frailty, que le Dr Bordeleroy va adresser tantôt. Le fait d'être un patient gériatrique, c'est un facteur de risque pour un plus haut taux de complications, mais le fait d'être un sous-groupe de patients qui est fragile, en plus d'être gériatrique, c'est un risque beaucoup plus élevé. Évidemment, les complications, c'est un autre facteur qui augmente le taux de morbidité et de mortalité, surtout la mortalité tardive. La majorité va induire des maladies cardio-pulmonaires et en particulier l'infection. Le tableau classique, mais vous le connaissez tous, c'est un patient gériatrique qui arrive avec une ou plusieurs pathologies chroniques, que ce soit de la démence, l'orthostatisme, l'arthrite qui fait qu'il va tomber. Il est porteur de comorbidités associées. Il est sous polypharmacie, peut-être des anticoagulants aussi, couplé avec des troubles de coordination, une diminution du temps de réaction, une diminution de la vision, une diminution de l'audition, une altération de la perception et du jugement, puis une diminution de la densité osseuse et des forces musculaires. Alors, clairement, c'est la tempête parfaite pour avoir des complications.
Certains vont même dire, comme Matox, qu'il y en a qui sont trop malades pour une coupe de cheveux. Fait avant d'aller plus loin, je passe la parole au Dr Bordelot-Roy, puis moi, je vais revenir dans quelques minutes. Super, donc merci pour cette introduction. Effectivement, à la partie un petit peu plus gériatrique, donc spécifiquement, c'est quoi les changements physiologiques qui vont prédisposer à toutes ces complications dont le Dr Panic vient de commencer à parler. Puis, d'un autre côté, un peu plus tard, je vais parler de fragilité, parce qu'il faut comprendre ces deux phénomènes très séparés. La fragilité n'est pas physiologique en soi. Donc, je voulais vraiment y aller par grands systèmes. Donc, une partie très fondamentale qu'on va faire le plus bref possible. Et après ça, je vous montre un petit peu comment ça change la prise en charge des patients là, en pratico-pratique. Donc, au niveau respiratoire, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réserve respiratoire, même le degré de surface alvéolaire est diminué, donc les échanges se font beaucoup moins bien. Au niveau de la réponse respiratoire, donc la fréquence respiratoire aussi va être moins variable en fonction de l'hypoxie et de l'hypercarbie. Ils ont une paroi thoracique plus rigide, donc c'est sûr que c'est un travail respiratoire aussi parfois qui est plus difficile. Donc si on rajoute une fracture par-dessus ça, c'est définitivement un défi. Puis ce n'est pas physiologique, mais vraiment la dysphagie, il y a quand même beaucoup de phénomènes physiologiques et donc aussi pathologiques plus tard qui rendent ça plus prévalent chez nos patients âgés, donc plus d'aspiration. Au niveau de l'hémodynamie, en fait, le myocarde, le muscle, est vraiment moins sensible aux récepteurs, aux catécholamines endogènes, donc une chronotropie puis une inotropie, donc la force, la fréquence qui vont être moins changeantes. Et en plus, il y a plus de calcification dans le tissu du muscle cardiaque, donc plus de troubles de conduction. Donc, on peut s'attendre chez nos patients à ce que, même s'il n'y a pas de tachycardie, le patient est potentiellement quand même en choc. Même chose, le myocarde qui est moins compliant, donc qui est moins capable de s'étirer. Donc, si on rajoute un peu de volume, va plus facilement faire de la surcharge. Et nos patients ont des artères très rigides avec une hypertension systolique, même parfois une pseudo-hypertension qui peut mimer, qui peut camoufler là, un patient qui est plus en choc. Donc, comment ça se traduit pratico-pratique? Vraiment, c'est surtout de considérer que vos patients qui ont une fréquence cardiaque au-dessus de 90 et une tension systolique en bas de 110, ils peuvent être potentiellement en choc jusqu'à preuve du contraire, surtout quand on rajoute, par exemple, comme disait Dr Panic, des bêta-bloquants, des antihypertenseurs, ça peut être problématique. Donc, il y a des meilleurs marqueurs que les signes vitaux parfois pour mesurer en fait le degré d'hypoperfusion, comme les lactates et les BIC, donc qui sont recommandés. Et les index, un peu comme le shock index, là, qui est le pouls divisé par la tension systolique. Évidemment, plus ça monte, plus le patient est potentiellement instable. Même chose, juste faire très attention. Parfois, le patient qui n'est pas connu FPEF parce qu'il n'a jamais été soumis à un stress avec plus de volume donné par les cliniciens. Donc, ça peut se manifester pour la première fois lors d'un trauma. Donc, faire attention avec la réplétion volémique chez les patients âgés. Même chose au niveau de l'atteinte thoracique. Comme je disais, ils répondent moins facilement à l'acidose. Donc, ça peut être difficile de gérer ces patients-là médicalement. Et le risque de pneumonie, évidemment, puis ça, je pense qu'on le voit définitivement à l'hôpital, est beaucoup plus élevé chez les patients âgés, donc 31% versus 17% chez les patients plus jeunes. Plus de contusions pulmonaires, des hémothorax retardés aussi avec cette prise-là d'antiplaquettaires, d'anticoagulants, des fractures sternales. Je pense qu'une statistique qui, encore là, se traduit vraiment dans ce qu'on voit à l'hôpital, c'est le concept que la mortalité augmente d'à peu près 19% pour chaque fracture costale supplémentaire. Donc, c'est sûr que les patients qui entrent avec des traumas thoraciques, ils ont une morbidité-mortalité plus élevée que les jeunes, c'est clair. C'est même recommandé là, d'avoir une surveillance étroite, notamment aux soins intensifs ou aux soins inter, dès qu'ils ont 3 fractures costales et plus, ou déjà à la base des signes de difficulté respiratoire. Là, c'est des patients qui ont beaucoup moins de réserves pour compenser. Donc, rapidement, s'ils ne sont pas capables de répondre à l'hypoxie ou l'hypercarbie, ils ont un travail respiratoire avec ce thorax plus rigide et si on ne soulage pas bien la douleur, en plus, ils se font des plugs muqueux. Donc, la spirale, elle va très, très vite à l'hôpital chez ces patients-là. On change de système. Maintenant, au niveau rénal, nos patients ont aussi, après malheureusement l'âge de 40 ans, là, il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire d'à peu près 10% par décennie, très variable d'un patient à l'autre. Nos patients aussi sont beaucoup plus sensibles aux substances néphrotoxiques, donc on prescrit très rarement les AINS notamment.
Et il faut faire attention parce que des fois, il y a des pathologies ou même physiologiquement, là, une capacité de concentrer les urines qui est moins bonne. Donc, malgré un débit urinaire normal, ça peut faussement camoufler un état où le patient est quand même en déplétion volémique. Donc, ça vaut la peine de surveiller vraiment la créatinine, mais aussi, je mets un petit bémol là-dessus parce que des fois, nos patients âgés, comme je vous ai mis ici à droite, là, le muscle va physiologiquement se transformer en masse graisseuse. Donc, pour un même poids, ça se peut que votre patient ait beaucoup moins de masse musculaire et donc, une créatinine normale, parfois, c'est malheureusement une IRA si on n'a pas comparé à une créatinine antérieure puis qu'on n'a pas jugé que c'était peut-être juste sur une fonte musculaire que la créate est basse. Pour les changements pharmacocinétiques, encore une fois, la masse musculaire est franchement diminuée au profit de la masse graisseuse. Donc, les médicaments qui vont se dissoudre dans l'eau, donc hydrophiles, vont être beaucoup plus concentrés. Un petit peu de diminution de la fonction hépatique, mais je vous dirais que c'est plus le concept de cytochrome P450 qui est pertinent. Donc, nos patients ont plus de polypharmacie. Ça entraîne définitivement plus de risques d'interaction. Fait que les pharmaciens sont nos amis dans ce temps-là. Et donc, ces changements rénaux pharmacocinétiques, comment ça se manifeste dans notre prise en charge? C'est sûr que, bon, évidemment, ajuster les doses en fonction de la fonction rénale. On surveille toujours toutes les interactions chez les patients avec polypharmacie. Puis, je vous dirais, pour la prise en charge des narcotiques, qui est quand même une prescription très fréquente chez les patients en trauma-gériatrie, on va toujours diminuer les doses de 30 à 50 encore une fois, là, en raison des changements pharmacocinétiques que je viens de mentionner, puis nos patients réagissent beaucoup plus. Donc, c'est toujours mieux d'en mettre moins, de pouvoir en ajouter que l'inverse. Et on maintient toujours les doses vraiment minimales efficaces. Les molécules tramadol hydromorphone, vous allez nous voir plus les utiliser. Tramadol, étant donné le profil là, différent qui n'est pas seulement sur les récepteurs mu, là, et donc souvent mieux toléré. L'hydromorphone versus la morphine aussi, généralement, qu'on préfère étant donné moins d'accumulation rénale. Et je vous dirais, un grand concept qu'il faut toujours considérer, c'est d'anticiper les effets secondaires. Un patient qui est immobilisé avec des narcotiques, il faut toujours prévenir le fécalome, pas juste attendre qu'il se présente en délirium, prévenir les nausées, le ralentissement du système digestif, la rétention urinaire. Donc, toujours y penser avant puis faire les prescriptions avant que ça se présente. Au niveau médulaire, nos patients, encore une fois, bon, c'est pas physiologique, mais quand même de façon, en termes de prévalence, beaucoup plus de polyarthrite, d'ostéoarthrose, donc des fractures cervicales hautes beaucoup plus fréquentes, donc il faut les rechercher, puis avoir un seuil de suspicion qui est faible. La spondylose cervicale aussi est plus fréquente chez nos patients. Donc, lorsqu'ils ont un trauma en hyperextension, on voit plus de central cord syndrome, qui va encore une fois être très important à diagnostiquer. Pour le système nerveux central, il y a plusieurs éléments, mais donc, le grand concept principal, c'est qu'il y a une atrophie cérébrale qui se fait avec l'âge de degrés variables en fonction des comorbidités ou de la présence d'un trouble cognitif. Mais donc, il va y avoir un étirement au niveau du réseau veineux et c'est pour ça que nos patients font beaucoup plus d'hémorragie sous-durale. En plus de ça, si le patient a beaucoup d'atrophie cérébrale, bien, le sang va encore plus s'accumuler avant de causer des symptômes. Évidemment, toujours, nos patients ont plus d'antiplaquettaires, d'anticoagulants, donc il faut avoir un index là, de suspicion très élevé. Et nos patients qui ont des troubles cognitifs, ça peut définitivement fausser là, la reconnaissance des symptômes pour l'avoir vu chez au moins 2 de mes patients cette année, là, que c'est une légère détérioration du trouble cognitif, mais finalement, on trouve des hémorragies sous-durales au scan. C'est pas quelque chose de rare là, de trouver ça. Et juste pour compléter, au niveau système nerveux central, sachez que la fonction de l'hypothalamique est moins sensible. Donc, en fait, nos patients vont souvent ne pas développer d'hyperthermie. Donc, si vous avez le moindrement un doute de sepsis, des globules blancs qui montent, on ne comprend pas pourquoi, il ne faut pas s'empêcher de faire ces bilans septiques malgré l'absence de fièvre. Donc, toujours maintenir un index de suspicion élevé, puis le scan, c'est super important là, au niveau cérébral, surtout que les patients qui vous disent qu'ils sont tombés, mais qu'il n'y a pas eu d'impact crânien, faut quand même douter jusqu'à preuve du contraire parce qu'on ne sait pas souvent à l'arrivée s'il y a un trouble cognitif qui empêche le patient de faire une histoire fiable. Fait qu'encore une fois, dans la prise en charge de tout ça, je pense que, bon, Dr. Panic l'a mentionné tantôt, mais tu sais, nos patients souffrent beaucoup plus au niveau même, pas juste mortalité, mais fonctionnement des traumas. Donc ici, c'est dans les traumas crâniens, vous pouvez voir une étude là, qui démontre un petit peu le fonctionnement sur l'axe vertical. Donc c'est une échelle là, FIM qui est très standard.
en fonction du degré de sévérité du trauma crânien sur l'axe horizontal. Et vous voyez que la ligne en bas, donc les petits triangles blancs sont les patients âgés. Donc pour un même degré de trauma et pour des mêmes lésions cérébrales, ils vont avoir un déclin fonctionnel beaucoup plus marqué. Et évidemment, au niveau du système nerveux central, on ne peut pas s'empêcher de mentionner le délirium qui vient aussi teinter le tableau. Des fois, on ne sait pas trop est-ce que c'est le TCC, est-ce que c'est du délirium. Mais donc, généralement, le délirium va être, donc oui, aigu, mais aussi plus fluctuant, avec une altération de l'état de conscience. Des fois, ils sont hyperactifs, hallucinés, c'est un tableau floride. Malheureusement, d'autres fois, sont hypoactifs et moins reconnus parce qu'ils sont moins dérangeants à l'étage. Et donc, c'est quelque chose de très, très prévalent chez les patients au-dessus de 65 ans. On pense que c'est au moins 23% des patients intra-hospitaliers qui vont développer un délirium. Puis aux soins intensifs, ça peut aller jusqu'à 75% des patients âgés. Donc, il faut le rechercher. Il y a des techniques de dépistage. Évidemment, on surveille beaucoup plus les patients qui entrent avec un trouble neurocognitif à la base parce que le risque est multiplié par 5 environ. Je ne ferai pas une approche là, de comment traiter le délirium, parce qu'encore là, ça serait une présentation d'1 heure, mais le grand message que je veux passer, c'est que le traitement, c'est d'adresser la cause sous-jacente. Les antipsychotiques, il n'y a pas d'études qui démontrent que ça diminue la durée ou la sévérité du délirium. Donc, c'est vraiment pour traiter une agitation qui entraîne un danger pour le patient ou pour les autres, vraiment un message important. Au niveau nutritionnel, nos patients ont moins d'appétit, moins de goût, moins d'odorat. Donc, vous pouvez imaginer qu'à l'hôpital, encore plus dans un besoin de protéiques augmenté, vu qu'il y a un stress aigu, ils ne vont pas s'alimenter assez pour combler leurs besoins. Donc, il faut les aider avec ça. Puis, plus de problèmes de dentition. Généralement, on a perdu le dentier quelque part dans l'hôpital. Et donc, malheureusement, la dénutrition, c'est vraiment associé à beaucoup de complications intra-hospitalières et mortalité infectieuse. Et on pourrait en rajouter plusieurs. Puis au niveau musculo-squelettique, je vous y attendez. Là, évidemment, la densité osseuse est diminuée, donc plus de fractures, mais aussi moins de masse musculaire. Et chaque journée passée au lit est vraiment au moins 3 à 5 jours de récupération après. Donc, ils la perdent très rapidement, cette masse musculaire résiduelle. Des changements microvasculaires au niveau périphérique aussi qui font qu'ils vont être beaucoup plus à risque de plaies de pression. Et des problèmes de cartilage, encore là, qui peuvent compliquer un peu la réadaptation quand on rajoute l'arthrose par-dessus tout ça. Donc, nos patients ont plus de fractures, évidemment, mais je voulais juste aborder 2 fractures spécifiquement, donc celle du bassin. Sont plus fréquentes puis généralement plus instables parce que nos patients ont un vasospasme qui est moins efficace et le périoste adhère moins à l'os. Donc, beaucoup plus de saignements importants, notamment, vous voyez, dans les centres de trauma tertiaire, là, il peut y avoir le double de besoins en termes de besoins de transfusion et la mortalité est quasiment triplée. Donc c'est vraiment une fracture à reconnaître puis à considérer comme instable jusqu'à temps qu'on l'ait confirmée. La fracture de hanche, vous savez tous très bien que c'est très mauvais au niveau pronostic. Donc, on sait que la mortalité à 1 an, c'est à peu près un patient sur 3, 20 à 30%, disons. Et une chose, je pense qu'on peut adresser de façon, simple en théorie, mais c'est pas si simple en pratique, mais c'est vraiment une fixation en salle d'opération dès que la condition le permet, parce que des délais au-dessus de 48 heures avant la fixation de la hanche va augmenter la mortalité du double à 1 an. Donc, on voit que c'est des patients, on les voit à l'hôpital ici, c'est des patients qui sont minilpéros jour après jour, qui ne sont pas mobilisés, qui sont en douleur, donc qui ont besoin de narcotiques. Ça finit toujours très mal quand c'est long le délai. Donc, je repasse la parole à Dr Panic pour les mécanismes de chute. Alors, les 4 grands mécanismes qu'on va retrouver sont évidemment les chutes, les accidents de voiture, les accidents auto-piétons et les agressions physiques. Les chutes sont de loin le mécanisme le plus fréquent. On dit que chez les patients qui sont 65 ans et plus, environ 30% vont chuter et de ces 30%-là, la moitié vont faire des chutes à répétition. C'est sûr qu'il peut y avoir des facteurs extrinsèques et des facteurs intrinsèques liés à la chute. Ça peut être des facteurs environnementaux extrinsèques au patient qui va chuter ou des facteurs liés au patient, la médication ou ses pathologies connexes. Donc, d'où l'importance de bien investiguer les chutes pour voir si c'est un facteur extrinsèque, intrinsèque et agir en conséquence.
Les chutes sont la première cause de trauma crânien chez les patients gériatriques. Et comme on a mentionné à quelques reprises jusqu'à maintenant, la mortalité est plus élevée, puis le pronostic fonctionnel est moins bon que les jeunes patients. Un patient qui est admis pour une chute, un patient gériatrique qui est admis pour une chute, va avoir 12 % de taux de mortalité. Un patient, à 1 an, c'est 33 %, ce qui reflète la sévérité et les pathologies du patient. C'est des patients qui sont vraiment fragiles. Dans les chutes, 32 % des patients vont avoir des lésions sérieuses. Quand on parle de lésions sérieuses, on parle d'un ISS au-dessus de 15. Fait que c'est vraiment pas banal. D'où l'importance des démarches de prévention. On voit ici qu'avec le vieillissement, les chutes en rouge sont en nette augmentation comme étant la première cause de mécanisme. Puis en vert, c'est les accidents de voiture qui sont la deuxième cause, mais de moins en moins. Donc, les accidents de voiture, c'est la cause la plus fréquente, par contre, de mortalité traumatique. Puis, ce qui est important de noter, c'est que même à faible vitesse, ces patients-là sont à risque d'avoir des lésions sérieuses, même avec un faible impact. Puis, les facteurs qui sont contribuants, les facteurs contributifs aux accidents de voiture, mais il y a une vision périphérique qui est diminuée, il y a également la mobilité cervicale qui est diminuée, le temps de réaction des patients également qui est diminué, l'audition. Puis le patient peut avoir aussi des troubles cognitifs, puis il peut avoir des comorbidités qui peuvent aussi être la cause de l'accident, soit des syncopes, des arythmies, des AVC ou autres. Les accidents auto-piétons, évidemment, vont survenir surtout dans les milieux urbains. Un patient sur 3 qui est tué lors d'un accident auto-piéton, c'est un patient gériatrique. Le taux de mortalité, lui, est 2 à 6 fois plus élevé que celui d'un jeune patient. Les facteurs contributifs vont être évidemment une augmentation du temps pour traverser l'intersection. On combine ça aussi avec une diminution de la vision ou de l'audition ou une altération de la perception ou du jugement du patient. J'ai mis une diapo pour parler des traumas pénétrants, juste pour que vous sachiez que ça existe. On ne voit pas ça souvent, mais c'est quand même ça existe. La majorité vont être des tentatives suicidaires qui sont secondaires à une maladie chronique ou à la dépression. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des facteurs patients, puis il y a des facteurs hospitaliers ou des facteurs système qu'on appelle. Les facteurs patients, on ne peut rien y faire. C'est le mécanisme lésionnel comme tel. C'est ce qu'on a mentionné tantôt, la réponse physiologique altérée du patient, les comorbidités, la fragilité du patient et aussi la médication du patient. Ça, on ne peut pas agir là-dessus. Par contre, ce qu'on peut agir, c'est le préavis et le triage. Le dépistage précoce des patients à risque. Comme j'ai mentionné tantôt, les patients gériatriques sont un groupe à risque. Les patients frail sont un sous-groupe encore plus fragile. On va en discuter tantôt. Puis aussi, les facteurs qu'on peut améliorer, ce sont les soins multidisciplinaires spécialisés et peut-être une unité ou une équipe dédiée. Quelques mots sur le triage. On sait très bien, les études l'ont bien démontré, que les patients à plus de 55 ans, le risque de lésion et de décès est augmenté après l'âge de 55 ans. Comme j'ai mentionné tantôt, même avec un faible impact, ces patients-là peuvent avoir des lésions sévères. Et aussi, on sait que les critères de triage vers un centre de trauma ou d'activation des codes de trauma doivent être plus libéraux chez ces patients-là. Et c'est pour cette raison-là que dans l'échelle préhospitalier de triage, qu'au niveau de la 4e étape, les patients de plus de 55 ans avec une tension moins de 110 vont être transportés dans un centre de trauma selon l'organisation régionale. Tout ça est des facteurs de risque qui sont modifiables afin de diminuer la morbidité et la mortalité des patients. En parlant de triage, il y a un sous-triage qui se fait autant au point de vue préhospitalier qu'hospitalier. Les études ont démontré que c'était plus fréquent que chez les jeunes patients. On parle de 18 % des patients gériatriques qui sont sous-triés. Certaines études vont même jusqu'à 49 %. Souvent, il y a un faux sens de sécurité qui s'installe pour les raisons qu'on a énumérées tantôt. Il y a des gens avec un faible impact, on peut avoir des lésions sévères. Fait qu'il faut maintenir un index de suspicion élevé, même pour des lésions sérieuses après un faible impact. Puis l'impact n'a pas de l'air bien important, fait que ça peut donner un faux sens de sécurité aux gens qui font le triage, aux gens du préhospitalier. Même chose pour les signes vitaux, Dr. Bordelot-Rouen l'a mentionné tantôt. Un patient qui a un pouls au-dessus de 90 ou une tension en bas de 110 va être considéré en choc jusqu'à preuve du contraire parce que les signes vitaux ne sont pas fiables chez le patient gériatrique. Le shock index, le pouls divisé par la tension, sont beaucoup plus fiables que les signes vitaux. Puis avec un shock index au-dessus de 1, le taux de mortalité augmente.
Les lactates vont être également plus fiables que juste les signes vitaux. Donc, souvent, c'est les raisons du faux sens de sécurité, c'est dû à une mauvaise ou une méconnaissance, une mauvaise formation des intervenants ou une méconnaissance de tout ça, d'où l'importance de sensibiliser face à tout ça. L'autre chose qu'on sait aussi, c'est qu'un délai de traitement par un sous-triage va augmenter la mortalité, va augmenter les complications, puis va augmenter la durée de séjour. Puis il y a des données du American College qui a démontré qu'un patient qui était sous-trié, le taux de mortalité doublait. Il y a une étude qui est sortie dans le Journal of Trauma en 2023. C'est une étude rétrospective sur 165 000 patients gériatriques avec des lésions sévères. Les données ont été prises du American College en 2015 à 2019. L'âge moyen des patients était de 77 ans. L'ISS médian était de 20, donc des patients malades. Les données étaient prises de 812 hôpitaux, autant des centres de trauma de niveau 1, niveau 2 ou niveau 3, ou même des centres de trauma non vérifiés. Puis ce qu'ils constatent dans l'étude, c'est que les centres de trauma qui ont un plus grand volume de patients gériatriques ou les centres de trauma qui ont un plus grand ratio de trauma gériatrique ont une diminution de mortalité hospitalière, ont une diminution des complications per-hospite et une diminution de la durée de séjour. L'hypothèse de travail, c'est qu'avec une équipe dédiée, spécialisée et accoutumée avec des patients gériatriques, autant au point de vue des pathologies de ceux-ci, de la physiologie du patient gériatrique et qui sont familiers avec les protocoles et les procédures gériatriques, tout ça a un impact positif. Et ce n'était pas relié avec le niveau du centre de trauma, que ce soit un niveau 1, 2 ou 3. Donc, ce que les auteurs concluent, c'est de considérer le développement d'unités ou d'équipes dédiées et des centres de trauma spécialisés ou du moins désignés pour améliorer le pronostic de ces patients-là. Quelques mots sur l'évaluation des patients. L'évaluation primaire et secondaire, c'est les mêmes priorités que pour un jeune patient. La seule chose, peut-être de l'emphase au point de vue de ce que la médication que le patient va prendre. Garder en tête qu'il y a des événements non traumatiques qui peuvent compliquer la présentation initiale ou être la cause de l'événement, de l'accident comme tel, un syndrome coronarien, un tableau d'hypovolémie, déshydratation, un tableau sepsis préexistant, ou le patient peut avoir fait un AVC ou une syncope au volant. C'est toutes des choses qu'il faut garder en tête et investiguer. Peu importe le mécanisme du trauma, c'est important de vraiment avoir un panel de trauma complet, incluant un gaz, les lactantes et l'INR. L'imagerie, Dr. Bordeaux-Leroy l'a mentionné tantôt, il faut vraiment être libéral avec ces patients-là. Ils peuvent cacher des lésions puis bien les dissimuler jusqu'à temps qu'il soit trop tard. Comme je te dis, on a dit tantôt, on ne peut pas échapper ces patients-là. Puis évidemment, renverser rapidement l'anticoagulation. Il est impératif de dépister précocement les patients à risque de complications et de mortalité. Encore une fois, je vais le répéter encore, les patients gériatriques sont plus à risque, mais il y a un sous-groupe de patients qui est encore plus à risque, c'est les patients frail, et Dr. Bordeaux-Leroy va nous parler de ça. Donc, effectivement, c'est un peu la deuxième section comparée à ce dont je vous parlais tantôt. Il y a les changements physiologiques, les patients âgés, même robustes, qui vont avoir tous les changements dont j'avais parlé. Mais la fragilité, c'est quelque chose qui est différent du vieillissement normal. Donc, comment on voit ça en gériatrie, la fragilité? Parce qu'on s'entend que ça pourrait être une présentation de 1 heure, différents gériatres présenteraient de différentes façons, mais je pense qu'une image qu'on aime beaucoup, c'est celle-ci, qui démontre un peu que c'est un concept vraiment où les patients sont vulnérables à des stresseurs et donc ils ont une réserve physiologique pour faire face au stress qui est diminuée. Donc, 2 patients ici que vous voyez qui pourraient être considérés comme autonomes en termes de, tu sais, vraiment sur une échelle de fonctionnement. Le patient robuste en vert qui est soumis à un stress va avoir, oui, un certain déclin de son fonctionnement, mais il récupère très rapidement et complètement. Le patient qui est fragile, ici en rouge, bon, déjà part avec un niveau un petit peu moins autonome. Il a un trauma, donc le déclin est beaucoup plus marqué, vraiment prolongé comparé aux patients robustes et généralement, ils ne vont pas remonter à un état qu'ils avaient pré-trauma. Donc, comme je vous dis, ce n'est pas le vieillissement normal parce que le vieillissement normal permet la robustesse, mais c'est extrêmement prévalent. Donc, chez les patients au-dessus de 80 ans, c'est à peu près 30% qui vont avoir des signes de fragilité.
Ici, je vous ai mis le grand concept que la fragilité pré-trauma, comparée à l'âge, comparée aux multimorbidité, tout ça, c'est probablement le principal prédicteur là, du statut fonctionnel puis de la mortalité post-trauma. Je vous dis ça en trauma, mais puis tu sais, comme dit Dr Panic, c'est quelque chose qui est rendu très tendance dans les congrès et de trauma, mais aussi de tout le reste, d'oncologie, de cardiologie. Tout le monde réalise que la fragilité, c'est super important. La grande question qu'on va aborder plus tard, c'est comment la mesurer. Mais donc, juste si vous vouliez être un petit peu plus convaincu que la fragilité est le principal marqueur, je vous ai mis ici quelques études qui ont été faites et qui démontraient vraiment une augmentation de la mortalité, les complications majeures, les congés en hébergement, des patients qui reviennent à l'urgence de façon répétée. Pourquoi on pense, tout le monde, en fait, que c'est pertinent de faire le diagnostic lorsque les patients entrent à l'hôpital? Il y a 2 points pour nous en gériatrie, du moins. C'est que, je pense que, premièrement, c'est d'identifier les patients qui vont bénéficier le plus de certaines interventions plus agressives. Pas juste en termes de mortalité, mais aussi de qualité de vie. Parce que vous pouvez imaginer que le patient ici en rouge qui a un trauma avec un besoin de chirurgie, mais qu'on pense que le patient, malgré la chirurgie, ne va jamais récupérer à un niveau fonctionnel qu'il aurait trouvé raisonnable pour lui-même, bien, je pense qu'on peut les identifier de cette façon-là. Et deuxièmement, c'est sûr que si on peut identifier les patients plus fragiles et intervenir plus rapidement pour prévenir les complications, bien, on peut mettre au moins plus de ressources sur ces patients-là fragiles. Donc, j'arrive à la grande question, comment est-ce qu'on la mesure? C'est là où, malheureusement, il y a beaucoup d'études, pas de consensus. Ça dépend de chaque spécialité, en fait. Mais donc, je vous ai classé juste pour que vous ayez une idée un peu comment on voit ça, la fragilité. Donc, il y a différentes façons de la mesurer. Il y a des mesures de fonction physique. Par exemple, une vitesse de marche toute simple. On sait que ça prédit très bien, par exemple, la mortalité après un pontage coronarien en électif. Donc, c'est des mesures qui sont fiables. On peut évidemment pas les faire post-trauma pour identifier la fragilité pré-trauma parce qu'ils sont évidemment pas capables de faire ces mesures-là. Les questionnaires auto-rapportés sont intéressants, mais parfois un petit peu plus de biais subjectifs du patient ou de la famille. Il existe des scores donc qui mesurent à la fois, il y a soit des questions aux patients, des marqueurs dans les laboratoires par exemple, et un de ceux qui est le plus utilisé, c'est le TSFI qui a été développé pour la trauma. Et donc, c'est probablement pas mal les meilleurs outils de dépistage, les scores, étant donné qu'ils sont rapides et faciles d'application dans une salle d'urgence, par exemple, et on est capable d'évaluer l'état plus pré-trauma, comparé, comme je vous disais, aux mesures de fonction physique. Le gold standard, en théorie, ça serait une évaluation gériatrique globale. Généralement, les mesures de fragilité sont comparées un peu à ça. Et donc, ça, c'est vraiment une évaluation par un gériatre avec une équipe multi. On évalue tous les syndromes gériatriques possibles, puis on fait un plan de prise en charge. Vous pouvez vous imaginer que c'est très long, c'est très ressources dépendant, puis on n'est pas assez de gériatres pour faire ça, évidemment, au Québec. Donc, je reviens à cette idée du score. Ici, donc, comme disait Dr Panic, c'est le Frail Scale qui a été choisi pour dépister les patients à l'urgence. Donc, c'est 5 questions, en fait. F pour la fatigue, R pour la résistance, donc la capacité à monter un étage, M pour la mobilité, la capacité à marcher un pâté de maison, I pour la présence de illnesses, donc multimorbidité, puis L pour une perte de poids, plus de 5% en 6 mois, qui est toujours quelque chose il y a toujours un petit peu anguille sous roche quand ça survient. On a quand même rajouté 3 éléments qu'on trouvait importants, nous, les gériatres ici, donc la présence de polypharmacie, un âge plus avancé, et la présence, évidemment, de troubles cognitifs qui est connu avant le trauma, étant donné les chiffres de délirium là, dont je vous ai parlé tantôt. Donc, un patient qui est considéré pré-fragile ou fragile, avec un score de 1 et plus, va être vu par l'équipe de gériatrie. Et on sait que d'avoir ces équipes multidisciplinaires avec surtout pas seulement un gériatre, mais vraiment une équipe complète qui est expérimentée en gériatrie puis qui a une approche gériatrique va être utile. Ça a été démontré dans différentes études où en fait, d'une étude à l'autre, les bénéfices varient, mais globalement, on voit quand même des taux de complications générales là, qui sont diminués, moins de délirium, moins de chutes. Des durées de séjour, donc, conséquemment, qui sont moins longues et plus de retour à domicile.
Notamment, un des exemples de ça qui a été étudié, c'est le G60. Là, c'est une unité de trauma-gériatrie aux États-Unis. Puis c'est sûr que quand on regarde leurs chiffres, là, ils doivent avoir des prises en charge tellement rapides. La trauma les voit en 30 minutes, ils montent à l'étage en 4 heures, ils ont une salle d'op en moins de 36 heures. C'est des chiffres auxquels qu'on voudrait atteindre, mais donc on voit que ça contribue définitivement à leurs bénéfices observés ici que je vous ai listés. Des protocoles adaptés pour tout ce qui est dépistage du délirium avec le CAM. Ils prennent en charge la douleur de façon très spécifique. Mais donc, on sait que ces unités-là existent et que ça fonctionne. Puis, je pense que nous, en gériatrie, c'est ce qu'on sait aussi depuis longtemps. Ça, c'est une étude que je voulais juste vous montrer. Ça date de 1999 dans le New England. Une étude d'approche non pharmacologique pour prévenir le délirium. Donc, c'est randomisé, contrôlé. Il n'y a pas de médicaments spécifiquement qui étaient étudiés dans l'étude. C'était vraiment une approche non pharmacologique. Et dans les résultats, donc, ils diminuaient la prévalence de façon très significative et la durée des déliriums. Donc, oui, on a beau étudier, on voit beaucoup d'études passer sur l'aldol, sur plein de molécules, le Precedex, etc., mais on sait que ça fonctionne au point où il y a des programmes des programmes à appliquer sur des étages ou au niveau systémique dans un hôpital qui ont été développés. Il y a le HELP, le ACE aux États-Unis, beaucoup. Puis au Québec, il y a le programme Aîné qui a été développé notamment au CHUM, qui est de plus en plus appliqué dans les hôpitaux puis qui est en train de faire son chemin aussi ici. Donc, mon collègue, Dr Tremblay, travaille fort avec l'équipe de prévention. Mais donc, on sait que ça diminue les durées de séjour, les congés dans des institutionnalisations. Puis je voulais juste vous montrer un petit peu l'acronyme Aîné, parce que je pense que c'est vraiment, outre la consulte en gériatrie, je pense que c'est vraiment cette approche très globale qui doit être appliquée par toute l'équipe au niveau d'un étage au complet, d'un hôpital au complet. Fait que je vous ai mis les éléments, en fait, de l'acronyme Aîné, puis des exemples de prescriptions qu'on fait qui devraient être, en fait, très systématisés. Il y a le A pour autonomie ou mobilité. Donc, mobilisation selon tolérance, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment les mobiliser plus, ces patients. Il faut que ça soit prescrit. Il faut qu'il y ait des aides techniques dans la chambre. L'intégrité de la peau, donc il faut faire très attention, surtout s'ils sont immobiles. Des fois, les surfaces thérapeutiques, s'assurer d'une bonne nutrition. Justement, nutrition, hydratation, avec les éléments que je vous ai nommés tantôt, l'appétit qui diminue, ils ont moins d'odorat, moins de goût, donc ça prend des suppléments nutritionnels, puis idéalement d'éviter les diètes trop restrictives, sans sel, sans sucre, sans gras. Nos patients, généralement, ils n'ont plus besoin de ça nécessairement avec l'âge, donc ils sont déjà dénutris. Au niveau de l'élimination, évidemment, chez des patients post-chirurgie orthopédique avec des narcotiques, toujours surveiller s'il n'y a pas un fécalome qui se développe. Il faut cesser les sondes qui sont le plus rapidement possible si c'est faisable, étant donné le risque de délirium, d'infection. Au niveau E, c'est pour l'état cognitif. Donc, c'est pour les patients qui ont des troubles cognitifs ou en délirium, vraiment juste de réorienter, d'avoir de la famille au chevet, de porter les appareils auditifs. Des fois, on se fait demander pour troubles cognitifs, mais finalement, c'est vraiment un problème de surdité. Donc, c'est assez banal, mais ça fonctionne. Et même chose pour le sommeil, à tout prix, éviter les benzos, le Seroquel. Ce ne sont pas des molécules qui rendent service aux patients, malheureusement, mais surtout essayer de stimuler les patients le jour, ouvrir les rideaux. Encore là, c'est des choses qui paraissent très banales, mais qui malheureusement ne sont pas faites. Et nous, des fois, on le fait quand on arrive dans la chambre. Donc, c'est vraiment une approche, je pense, qui est très, très de base, mais qui a fait ses preuves, qui coûte probablement moins cher que beaucoup de médicaments et que des séjours très prolongés. Donc, ça vaut vraiment la peine. En trauma, en fait, pour terminer de mon côté, je voulais juste aborder ce concept d'abus-maltraitance parce que je pense que dans les soins de trauma, vous êtes potentiellement plus appelés aussi, on est plus appelés à être confrontés à ce problème-là. Sachez que la loi pour la protection des aînés a changé depuis avril 2022 et que ça a vraiment renforcé le rôle et de tout le personnel soignant qui a, un devoir de signalement obligatoire, notamment pour les patients que j'ai énumérés ici. Là, ça, c'est vraiment le document légal du gouvernement du Québec, mais donc les patients en CHSLD, en RI, des patients vulnérables en RPA ou tout patient qui est déclaré inapte, on a vraiment un besoin de signaler le moindrement qu'on a une suspicion. Et c'est vraiment un programme d'intervention très concerté qui a été développé avec cette loi-là où les différents intervenants, eux, se parlent. Puis
pour le médecin, par exemple, une fois que le signalement est émis, ça ne l'implique pas nécessairement par la suite. Et tous les professionnels qui font le signalement avec un doute, même si ça s'avère ne pas être de l'abus ou de la maltraitance, sont protégés de toute mesure de représailles. Donc, ça a vraiment renforcé cette idée qu'il faut beaucoup plus signaler que pas dans le doute. Donc, je laisse le Dr Panic dire le mot de la fin. Alors, juste pour conclure, les traumas gériatriques, c'est une pathologie qui est complètement différente. En fait, les lésions sont semblables, mais la réponse aux lésions est différente, puis le pronostic est différent. Puis comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans la présentation, c'est important d'être proactif et non réactif. Et comme Dr Denis, mon collègue, le dit souvent, les patients pédiatriques ne sont pas des jeunes adultes, mais des patients distincts, mais c'est la même chose pour les patients gériatriques. Ce ne sont pas de vieux adultes, mais vraiment des patients distincts. On a des centres de trauma pour les nouveau-nés. On a des centres spécialisés pour les nouveau-nés. On a des centres spécialisés pour les enfants et les adolescents. On a des centres spécialisés pour les adultes. Mais qu'est-ce qu'on a vraiment pour les patients gériatriques? Mais je vous laisse réfléchir à ça. Alors, merci tout le monde puis on va prendre des questions. Merci beaucoup à tous les deux. Vraiment excellente présentation. On a couvert plein de thèmes super pertinents. Comme la plupart le savent probablement, moi je suis un médecin d'urgence. Je travaille comme TTL ici au CIUS du Nord-Est de Montréal. J'ai une couple de questions. On n'en a pas dans le chat, mais moi j'en ai une couple qui me viennent à l'esprit, qui vont plus être dirigées vers le Dr Panic à cause de la nature de mon travail. Là. On a parlé des critères de triage pour ces patients-là. Ça implique des critères d'activation dans les centres de trauma de haut niveau. Il y a toute une mécanique qui se met en place pour identifier ces patients-là. Le corollaire, en quelque sorte, de ça serait, selon moi, qu'en est-il pour les critères de transfert? Est-ce qu'on devrait aussi considérer que ces critères-là devraient être différents, vu la fragilité des patients? Puis est-ce qu'il faut qu'on s'ajuste? Le vieillissement de la population, c'est pas juste à Montréal, c'est pas juste à Québec. Il y en a partout dans la province. Fait qu'il va falloir que chaque centre de trauma régional ait soit sensibilisé aux problèmes des traumas gériatriques, c'est un peu le but de la présentation aujourd'hui. Puis aussi, c'est pas nécessairement tous les patients gériatriques qui ont besoin d'être transférés. Ça va dépendre surtout des lésions sous-jacentes. Mais je pense que c'est important pour chaque centre qui a beaucoup de population gériatrique d'avoir des ressources et une équipe dédiée pour améliorer le pronostic de ces patients-là. Super, merci. Moi, j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si les gens dans la salle en ont. Alors, c'était d'une clarté exemplaire. Puis encore une fois, merci beaucoup. C'était vraiment excellent. Merci à vous.